Bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette séquence Métiers de demain du Forum Le Monde Nouveau consacrée au métier de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, je suis Estelle Brisset, je suis très heureuse de vous accompagner tout au long de ces 10 séquences Métiers de demain disséminées dans ce programme de 3 jours riche et dense du Forum Le Monde Nouveau, un événement organisé par le groupe La Dépêche et qui se veut être un accélérateur des transitions écologiques, économiques et sociales sur les territoires. Alors, c'est pas si métier de demain qu'ESACO. L'idée, c'est de réfléchir ensemble face à ce contexte mouvant, cet océan d'incertitude dans lequel on essaye tous de naviguer, c'est de réfléchir ensemble à ce que seront les métiers de demain. Et quand on dit métiers de demain, on pense souvent high-tech, robotique, conquête spatiale. Alors, bien sûr, ici au Forum Nouveau, on a parlé de numérique, des métiers du numérique, par exemple, hier. Mais on se dit que les métiers de demain, ce sont peut-être les métiers qui existent aujourd'hui, mais qu'on a besoin de redécouvrir ou de revaloriser. On se dit que les métiers de demain, ce sont peut-être les métiers qui existent aujourd'hui, mais qui ont besoin de se transformer, d'évoluer, de s'adapter, de faire plutôt mieux que plus, d'être des métiers plus durables, ancrés dans les territoires, qui remettent l'humain au centre et qui sont porteurs de sens. Et puis, ces séquences métiers de demain, bien sûr, elles s'adressent aux jeunes. J'en vois quelques-uns dans la salle, mais pas que, parce que on vit dans une société où on n'est plus dans des rails, on a tous des envies de changement ou des besoins de reconversion. Et on espère que ces moments de témoignages inspirants vous donneront l'envie, le déclic. On espère vous aider, en tout cas, on espère incarner ce changement et vous donner envie de contribuer à la construction de ce monde nouveau. Et alors, pour les 30-45 prochaines minutes, la construction du monde nouveau, ça va passer par les métiers de la RSE. Et donc, je suis heureuse d'accueillir Jean-Baptiste Léger, qui est directeur de la RSE et des affaires publiques chez Lidl France. Alors, vous êtes depuis 2 ans chez Lidl et on va voir, en vous écoutant, que ce choix à la fois de l'agroalimentaire et de la RSE, c'est pas totalement un hasard. Mais je voudrais qu'on commence par le commencement parce qu'on entend beaucoup parler de RSE. On sait pas, en général, on arrive à comprendre que ça veut dire responsabilité sociétale des entreprises, mais c'est quoi exactement? Ça fait partie des choses dont on parle, mais on ne sait pas forcément exactement ce que c'est. Alors, expliquez-nous ce qu'est la RSE. Bonjour Estelle et bonjour à tous, merci d'être venus. La responsabilité sociétale des entreprises, c'est la responsabilité d'une entreprise sur la société et sur l'environnement. Donc en fait, le rôle d'un responsable RSE, d'un directeur RSE, c'est dans un premier temps d'identifier quels sont les impacts de son entreprise sur la société et sur l'environnement. Et une fois qu'on a identifié ces impacts, de les prioriser. Alors pour identifier ces impacts, généralement, il y a une méthode qui est communément admise, c'est ce qu'on appelle l'analyse de matérialité. Bon, en gros, c'est un sondage qu'on fait autour des principales parties prenantes de l'entreprise, c'est-à-dire des gens qui sont intéressés aux activités de l'entreprise pour savoir quelles sont leurs priorités en matière de RSE. Donc pour Lidl, il y a 6 catégories de parties prenantes. Il y a les consommateurs, les employés, les fournisseurs, les ONG, les médias et les politiques. On sonde toutes ces parties prenantes pour savoir quels sont les items sur lesquels Lidl doit agir en priorité. Et on obtient du coup un tableau, une liste de 1 jusqu'à 41, parce qu'on pose 41 questions, pour savoir quels sont les items sur lesquels on travaille. Et en France, par exemple, le top 5 de Lidl, ça va être la qualité, la traçabilité, le gaspillage alimentaire, le bien-être animal et tout ce qui est made in France. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que les autres sujets ne sont pas importants, on les traite également aussi, parce que parfois c'est des sujets d'ordre réglementaire, parfois c'est des sujets qui peuvent aussi être importants pour une catégorie de parties prenantes en particulier. Mais voilà, ça donne un cap, ça donne une visibilité, ça donne une manière de prioriser les politiques RSE des entreprises. On comprend effectivement qu'il y a une méthode, un processus, une méthode éprouvée on va dire, d'évaluation. Et puis après, l'objectif, effectivement, c'est d'améliorer les différents items. Mais alors concrètement, au sein d'une entreprise, comment ça se passe? Ou en tout cas, quels sont puisqu'on est dans une séquence un métier de demain, quels sont les différents métiers de la RSE? Imaginons qu'on serait hier matin en se disant « Mon Dieu, j'ai envie de travailler dans la RSE ». Quels sont les différents profils? Alors il y a 20 ans, déjà, vous aviez des entreprises qui n'avaient pas de département RSE. À l'époque, ça s'appelait le développement durable. Maintenant, c'est clairement différencié. La RSE, c'est la contribution d'une entreprise aux objectifs du développement durable. Donc c'est pour ça qu'on est sur des thèmes un peu différents. Mais aujourd'hui, maintenant, la RSE, c'est quelque chose qui est beaucoup plus répandu dans les entreprises. Moi, j'ai une équipe où j'ai des correspondants dans l'entreprise. Par exemple, j'ai des gens qui sont spécialisés en RSE sur les achats.
parce que comme je vous l'ai dit, il y a des enjeux pour Lidl spécifiquement sur le Made in France, sur la traçabilité, sur la qualité. J'ai même quelqu'un qui est dédié à 100% sur le bien-être animal, parce que c'est vraiment une attente très très forte de la part de la société. Mais j'ai aussi des gens qui sont responsables RSE dans la logistique, pour traiter tous les enjeux liés au transport, liés aux entrepôts, liés à la qualité et à la sécurité du travail de nos employés. J'ai des gens qui sont dans les RH, et j'ai même des responsables RSE pour la partie immobilière, parce que une chaîne de supermarchés comme Lidl, c'est aussi des bâtiments physiques, c'est des supermarchés, c'est des entrepôts, et il faut les construire avec les nouvelles technologies en matière de responsabilité environnementale, et pour répondre là aussi aux attentes de la société en termes d'insertion paysagère, en termes de gestion de la biodiversité, en termes d'artificialisation des sols. Donc aujourd'hui, la RSE, en fait, c'est des métiers multiples. J'aime souvent dire que parfois, lorsqu'on atteint notre objectif, nos métiers doivent disparaître, mais en fait, on voit très bien que ce n'est pas le cas, parce qu'à mesure qu'une entreprise avance et réduit ses impacts sur la société et sur l'environnement, les attentes de la société évoluent elles aussi. Et donc finalement, on doit être cette courroie de transmission entre les attentes de la société et la manière dont l'entreprise y répond. Et c'est des enjeux qui ne sont pas uniquement des enjeux de réputation, c'est aussi des enjeux qui sont des enjeux de transformation, parce que très souvent, être à l'écoute de la société, c'est aussi être à l'écoute du marché. Et donc pour une entreprise, c'est une manière aussi de se positionner de manière innovante, d'essayer de voir comment est-ce qu'elle peut évoluer, se développer dans le monde qui vient. Alors on comprend que finalement la RSE, ça touche à toutes les, on va dire les secteurs, les directions d'une entreprise, mais l'idée c'est d'avoir un prisme différent, une philosophie différente et d'envisager sa fonction de achat, logistique, communication, etc. avec cet angle de vue de responsabilité et sociétale et d'impact finalement qu'ont les activités d'entreprise sur la société. C'est ça, parce que donc la RSE c'est la responsabilité pour les impacts sur la société et sur l'environnement, donc finalement tout le monde participe de ces impacts-là, peu importe son métier. Et donc l'enjeu de la RSE, c'est aussi du management. Ça consiste à aller voir chaque métier, chaque département et leur dire, regardez, vous pouvez vous aussi travailler sur la réduction des impacts sociaux et environnementaux, chacun à sa part. Et c'est pas parce que vous avez une ou des personnes qui ont dans leur intitulé de poste RSE que c'est à eux forcément de faire ça. Non, c'est beaucoup plus une démarche de management en interne. Et en externe, il y a aussi beaucoup de communication. Il s'agit d'expliquer ce que fait l'entreprise pour répondre aux enjeux de société. Donc une grande partie aussi de notre activité consiste à produire des rapports, à sortir des indicateurs de performance pour donner à voir de la manière la plus transparente et la plus fiable possible des efforts de l'entreprise sur ce chemin-là. Alors on commence un peu à comprendre comment ça s'organise dans l'entreprise, mais si on veut être vraiment concret, j'ai presque envie de dire faisons un vie ma vie, Jean-Baptiste Léger, c'est quoi une journée type d'un directeur RSE ? Alors, il n'y en a pas. C'est des métiers extrêmement mouvants, extrêmement flexibles, parce que justement on est sur des métiers d'interface, c'est-à-dire que tantôt vous êtes en contact avec l'extérieur, enfin le monde extérieur, donc des fournisseurs, des ONG ou le grand public, tantôt vous êtes en contact avec les gens de l'entreprise. Mais c'est vraiment ce travail d'harmonisation, ce travail de management qui est important. Donc pour moi une journée type, c'est vraiment essayer de rencontrer les différents métiers, à la fois comprendre quels sont leurs enjeux, mais aussi faire avancer nos sujets. C'est aussi communiquer en externe, essayer de comprendre les attentes des parties prenantes et aussi y répondre. Travailler au niveau national, mais aussi au niveau régional. Lidl, on est une enseigne avec 1550 supermarchés en France, 25 plateformes logistiques, plus de 45 000 employés. Donc forcément, les attentes peuvent évoluer en fonction des différentes régions. Alors, j'ai dit tout à l'heure en vous présentant, je ne sais pas si ça aurait fait tilt à certains, mais vous avez aussi la casquette de directeur des affaires publiques. Donc, pourquoi est-ce que ces deux missions sont associées? Est-ce que c'est toujours associé, la RSE et les affaires publiques? C'est vrai que parfois la RSE dépend des RH ou de la com, etc. Et donc, pourquoi quelles sont ces deux missions? Oui, de plus en plus d'ailleurs, la RSE est rattachée directement au comité exécutif, voire parfois siège au comité exécutif, parce que justement c'est un rôle assez clé. Et donc, pardon, j'ai oublié votre question. La double casquette affaires publiques RSE. Pardonnez-moi. Les affaires publiques, en fait, ça consiste à travailler la relation avec le monde politique. Donc finalement, parmi les différentes parties prenantes d'une entreprise, les affaires publiques traitent en particulier de la relation avec les institutions. Pourquoi? Il n'y a pas de machiavélisme là-dedans. C'est juste qu'en fait, la RSE, c'est faire et faire savoir. Et donc, faire savoir notamment les actions de l'entreprise en matière de RSE, c'est-à-dire leur contribution au bien commun. Or, en France, aujourd'hui, c'est l'État qui est le garant de l'intérêt général et du bien commun. Donc finalement, on démontre aussi comment l'entreprise contribue
à l'atteinte d'objectifs du développement durable, comment est-ce qu'on se positionne sur des sujets de société. Et donc c'est vrai que parfois sur des discussions sur des projets de loi par exemple, c'est important de montrer les initiatives qu'on peut mettre en avant. Je donne 2 exemples peut-être pour que ce soit un peu plus concret. Cette année on a discuté du projet de loi climat et énergie. Il y a certains aspects du projet de loi climat et énergie qui touchent l'activité d'une chaîne de supermarchés comme Lidl. Je pense par exemple à tout ce qui est artificialisation des sols et suppression des constructions de supermarchés, enfin ou de surfaces commerciales. Donc c'est important de montrer qu'aujourd'hui, par exemple, on peut construire des supermarchés qui sont à énergie positive ou sur lesquels on peut réduire l'impact environnemental pour justement démontrer qu'il y a une voie intermédiaire. Un autre exemple, c'est une loi qui est en cours de discussion actuellement sur les négociations commerciales, qui s'appelle Egalim 2, vous l'avez peut-être suivi dans les médias, c'est parfois technique. Mais là, toute l'idée aussi, c'est de montrer qu'il y a des distributeurs comme Lidl qui travaillent sur des initiatives de contrats tripartites qui permettent de bien rémunérer les éleveurs et qui démontrent en fait qu'il est possible aujourd'hui, dans la chaîne agroalimentaire française, d'avoir finalement des relations commerciales qui marchent, qui sont fructueuses, qui sont gagnant-gagnant, qui permettent d'une part d'assurer une bonne rémunération aux éleveurs et d'autre part de proposer un produit de qualité accessible à tous, comme c'est le cas chez Lidl. Alors, j'ai envie de rebondir sur ce que vous disiez au tout début de votre réponse, là, sur les directeurs RSE, ils sont parfois effectivement au comité exécutif. Et ça me fait penser, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient hier soir à la rencontre inspirante avec Maxime de Rostolan. Maxime de Rostolan, il se définit comme un entrepreneur militant, engagé. Il a créé Ferme d'Avenir, il fait de la permaculture, de l'agroécologie. Et donc, il expliquait, il était à votre place ici, et il disait, je suis un peu déçu parce que la RSE, c'est important, mais j'ai l'impression que les responsables RSE n'ont pas forcément tous les moyens qu'ils devraient avoir pour vraiment transformer le modèle. Alors, sans provocation, il a évidemment évoqué parfois l'impression que la RSE était mise en étendard et que c'était du greenwashing. Donc sans provocation vis-à-vis de vous, j'aimerais bien vous entendre, vous, nous dire, est-ce que vous avez sincèrement l'impression que vous avez vraiment les moyens et comment est-ce qu'on peut justement transformer les choses ? On est dans une entreprise, on est dans le modèle économique capitaliste qui existe, mais comment est-ce qu'on peut essayer vraiment de transformer les choses et est-ce que vous avez vraiment les moyens ? Et être au comité de direction, ça fait partie d'un des leviers, j'imagine, pour vraiment pouvoir s'engager dans la transformation de l'entreprise. Oui, ça dépend de ce qu'on appelle avoir les moyens, en fait. Si c'est avoir du budget, généralement, effectivement, les départements RSE ont peu de budget. Mais c'est pas forcément veut dire qu'ils n'ont pas de moyens. Parce que si demain vous mettez des millions d'euros dans un département RSE pour par exemple changer la politique d'achat, pour changer la politique immobilière, c'est autant de moyens que vous ne donnez pas au département achat ou au département immobilier. En fait, vous créez du coup une structure parallèle qui fait que finalement la RSE n'est pas intégrée dans le fonctionnement normal de l'entreprise. Donc pour moi, c'est pas comme ça qu'il faut juger des moyens ou de l'influence d'un département RSE. C'est beaucoup plus du coup au niveau de l'influence, au niveau du positionnement stratégique. Je sais que chez Lidl, on a une entreprise qui est plutôt innovante, qui a envie d'aller de l'avant. C'est une entreprise très jeune, il y a 31 ans de moyenne d'âge chez Lidl. C'est une entreprise qui est en expansion. C'est une réussite assez phénoménale quand même. Oui, enfin, moi je suis parmi les plus vieux de l'entreprise, aussi paradoxal que ça puisse paraître, ou peut-être que j'ai l'impression d'être trop jeune, mais bon, peu importe. Mais du coup, il y a des gens qui ont envie, qui sont à l'écoute de la société et qui ont envie d'aller de l'avant, et donc qui ont des moyens pour exprimer leur liberté. Donc moi, mon rôle, c'est beaucoup plus aussi de les titiller, de les challenger, de leur dire, tiens, les achats, il faudrait vraiment essayer d'avancer sur de nouvelles références, de nouveaux produits. Le bien-être animal, je pense qu'il faut accélérer un peu plus, parce que là, on est un peu en retard. Donc, on a un pouvoir d'influence qui est très important. On a un pouvoir aussi d'agir sur la réputation de l'entreprise. Enfin, on est aujourd'hui sur ce salon, on a un stand, on est à la rencontre du grand public. C'est une manière pour nous, certes, de montrer ce que fait Lidl, mais aussi de comprendre, de prendre du feedback. Moi, hier, j'étais en contact avec plein de personnes qui m'ont dit, bah voilà, c'est bien ce que vous faites, ou c'est pas bien, il faudrait que vous fassiez plus de choses sur l'huile de palme, le bien-être animal, vous êtes un peu en retard. Bon, voilà, c'est aussi comme ça qu'on arrive à se faire l'écho des attentes de la société et à pousser dans l'entreprise. Et ce qui est important, c'est que l'influence, elle ne se base pas uniquement sur des discours, elle se base aussi sur des actes. Et c'est pour ça que je vous ai amené ici quelques exemples, finalement quelques projets qu'on a menés cette année, au sein de l'équipe achat ou au sein de l'équipe immobilière. Le premier, c'est ce pot de miel. Donc auparavant, on avait un miel jusqu'en 2021 qui était origine UE. Et donc c'était vraiment un produit, très honnêtement, de piètre qualité, ou du moins qui n'avait pas de transparence, parce qu'on ne savait pas d'où il venait. C'était acheté par nos collègues de Lidl au niveau international. Et nous, on a dit, nous, en France, nous, on veut du miel origine France. Parce qu'on veut monter en gamme sur toutes nos familles de produits, et aussi parce que le miel, c'est quand même un produit relativement emblématique aujourd'hui. On parle beaucoup de la biodiversité, on parle beaucoup des abeilles, donc du miel, même si, évidemment, il ne faut pas le réduire aux simples enjeux des abeilles domestiques, mais au moins, il faut quand même essayer de faire quelque chose. Donc on a changé notre miel pour un miel 100% France,
Et là-dessus, on a rajouté aussi une mécanique positive, c'est-à-dire que quelques centimes de ce pot de miel financent une initiative qui s'appelle Coup de pouce, POU2SE, parce qu'il s'agit de planter des graines de jachères mellifères au sein d'un réseau d'agriculteurs français. Et donc aujourd'hui, en vendant ce miel, à moins de 5 euros les 500 grammes, donc moins de 10 euros le kilo, en restant relativement accessible pour un miel français, on a planté plus de 3 milliards de fleurs dans les champs français. Et donc ça a un impact concret aussi sur la biodiversité et sur la présence des insectes pollinisateurs. Donc voilà, c'est le genre de projet sur lequel finalement on peut tous trouver un côté gagnant-gagnant. C'est-à-dire que le consommateur vient au supermarché, trouve un produit de qualité à prix accessible, qui est fait en France, donc qui soutient l'économie locale, avec en plus un premium du point de vue de la biodiversité. Et ça, c'est un point aussi important chez Lidl. C'est vraiment quelque chose que moi, en tant que directeur RSE, je pousse beaucoup. C'est d'avoir des projets qui ont de l'impact. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'on soit sur une micro-initiative qui va être belle sur le papier, mais qui derrière ne va pas être présente dans tous les supermarchés ou qui va être présente une semaine par an. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur des projets qu'on peut faire sur le long terme avec nos fournisseurs et pour nos consommateurs et qui ont un vrai impact sur nos sujets de RSE. Donc là, je vous disais par exemple la biodiversité, ce pot de miel, c'est quasiment 3,5 milliards de fleurs qui ont été plantées. Donc c'est comme ça qu'on raisonne et vraiment essayer d'aller chercher l'impact maximum. Bon, on pourrait peut-être, dommage que Maxime de Rostolan soit plus là, il est reparti ce matin, mais on pourrait lui montrer qu'on arrive à faire des choses concrètement. Et effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qui est important finalement, la RSE, c'est de la diffuser. C'est pas d'avoir un gros département comme vous dites, mais c'est de la diffuser et de faire changer en fait les mentalités en interne des différentes fonctions de l'entreprise pour que chacun prenne ses responsabilités et réduise ses impacts au niveau de sa fonction, de son département. Oui, tout à fait. Et la communication est très importante. C'est pas de la communication positive pour du greenwashing. C'est beaucoup plus de la communication transparente pour de l'information. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel je suis très vigilant. C'est-à-dire qu'un job de directeur RSE, c'est aussi publier chaque année des rapports comme ça, des rapports de développement durable ou des rapports RSE, qui sont vraiment des publications transparentes, de qualité. Alors c'est un peu lourd parfois à lire parce que c'est très détaillé, c'est un peu expert, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel tous les chiffres sont audités. Et notre hantise en tant que directeur RSE, c'est tomber dans le greenwashing. Le greenwashing, c'est quoi? C'est quand finalement vous présentez ou quand vous survalorisez une initiative par rapport à l'impact réel qu'elle a sur vos enjeux RSE. Donc c'est pour ça que, même vous l'avez vu aujourd'hui, quand je vous présente le pot de miel, je vous dis attention, on est juste sur le pot de miel, on n'est pas... Ça ne permet pas de traiter l'intégralité des enjeux de biodiversité de Lidl, mais au moins ça montre que c'est possible sur une certaine gamme de produits. Et donc c'est vrai que ce type de rapport prenne énormément de temps à sortir pour un département RSE. Il faut quasiment quelqu'un à plein temps dessus, parce que derrière, c'est vraiment de l'information de qualité. Il faut rassembler toutes les données, évaluer. Mais c'est important justement parce que si on veut continuer à faire mentir Maxime de Rostolan, ce qui est important, c'est de pouvoir évaluer, c'est-à-dire de mener des actions et puis après d'évaluer leurs résultats et leurs impacts. Est-ce qu'on a assez de recul? J'imagine que c'est dans ces rapports. On commence là maintenant vraiment, vous commencez à avoir assez de recul pour pouvoir vraiment évaluer l'impact de vos actions, ou c'est encore un peu jeune? Non, chaque action, on arrive à l'évaluer. Alors sur les produits, par le biais des ventes. Sur l'immobilier, on arrive à suivre par exemple nos consommations d'énergie. Je vais vous donner un exemple peut-être. Aujourd'hui, moi je mesure par exemple les émissions de CO2 rapportées aux surfaces de vente des supermarchés de Lidl. Et donc cette année, on est à 303 kg d'équivalent CO2 par mètre carré de surface commerciale. Bon, c'est peut-être quelque chose qui est relativement technique. On a du mal à... Mais ce qui est important, c'est de se dire qu'on a réduit de 9% en 2 ans ce chiffre-là. Ça veut dire qu'on arrive à augmenter les surfaces de vente des supermarchés Lidl, parce qu'on est en expansion, mais on réduit en même temps les émissions de gaz à effet de serre par mètre carré. Ça veut dire qu'on arrive à découpler la croissance de l'entreprise de la croissance de ces émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est un enjeu super important. Vous avez sans doute déjà entendu ce terme de découplage. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit, quand on est dans une entreprise, on est dans une logique quand même de croissance, de développement de l'activité. Mais il faut réduire relativement ses impacts sur l'environnement. Et c'est tout ce qu'on essaie de faire, justement, et on arrive à le mesurer ça de manière très concrète. Donc on essaie d'avoir la courbe de l'entreprise comme ça, et puis la courbe de ses impacts comme ça. C'est ça. Donc ça veut dire que l'écart, à chaque fois, grandit. Donc on va dire ce qu'on gagne en transition écologique est de plus en plus grand. Tout à fait, tout à fait. Et sur l'aspect immobilier, je ne sais pas si vous
connaissez quelques supermarchés Lidl dans vos environs, mais aujourd'hui, voilà, on est un des acteurs les plus dynamiques sur l'installation de panneaux photovoltaïques en France. On va tripler d'ici 2023 notre surface de panneaux photovoltaïques sur nos supermarchés. On est d'ailleurs le seul distributeur aujourd'hui à être à 100% en énergie renouvelable sur tous nos supermarchés, tous nos entrepôts et nos bureaux. Justement parce qu'on essaie aussi de pousser la production en interne et l'achat d'énergie renouvelable en externe. Alors, on est dans une séquence métier de demain. On a débuté en disant, mais il y a quelques années, ça n'existait pas, hein, les fonctions de RSE, de responsable RSE en entreprise. Quelles sont les perspectives? Comment vous voyez l'évolution de ce métier de directeur responsable RSE? Pour moi, c'est en entreprise un métier qui va continuer à s'approfondir et à se spécialiser. C'est-à-dire qu'autant auparavant, les directeurs RSE étaient des gens qui étaient très généralistes, autant maintenant, on a des gens qui sont vraiment spécialisés dans des domaines de RSE, des RSE achats, RSE immobilier, en logistique. Donc c'est un métier qui va continuer à se spécialiser. Et c'est un métier qui va en parallèle continuer à prendre de l'importance dans les entreprises, parce qu'il faut réussir justement à tout ramener ensemble, il faut assurer une cohérence entre, d'une part, le business de l'entreprise et son positionnement RSE, donc ça pour éviter toute forme de divergence et de schizophrénie, de greenwashing, et en même temps faire en sorte qu'on ait une vision un peu synoptique des impacts et qu'on soit capable de les mesurer. Donc finalement, aujourd'hui, c'est un métier qui vraiment tend à se spécialiser dans les entreprises et qui tend aussi à prendre de l'importance en extérieur, parce qu'aujourd'hui, finalement, la réputation d'une entreprise passe par sa contribution au bien commun, et sa communication doit être vraiment cohérente aussi avec ses promesses RSE. Puis militons pour des directeurs RSE dans les comités exécutifs pour avoir de plus en plus de poids. Alors avant de passer la parole à la salle, on est dans une séquence un peu témoignage. J'ai envie que vous nous racontiez un petit peu, vous, votre parcours. Comment vous êtes arrivé à devenir directeur RSE? S'il y a des gens qui ont envie de se lancer, c'est quoi le profil, c'est quoi le parcours? J'ai envie de dire, la RSE, c'est souvent un métier d'autodidacte, mais de moins en moins. Ça l'a été à l'époque, mais moins aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des études littéraires, ensuite j'ai fait des études de géographie, et de là, je suis entré dans les entreprises. Parce que j'avais du coup à la fois une compétence c'est déjà atypique, littéraire. Hein, littéraire, géographie, entreprise, c'est déjà atypique comme parcours. Oui, mais je suis entré dans une entreprise justement pour rédiger un rapport RSE. Et de fil en aiguille, j'ai pris la direction du département RSE. J'ai aussi développé une compétence en affaires publiques pour les raisons que j'ai invoquées. C'est-à-dire que vous devez aussi faire savoir à l'extérieur, et en particulier auprès du monde politique, la contribution de l'entreprise au bien commun. J'ai rejoint Lidl il y a 2 ans maintenant, et ce qui me guide, moi, dans mon métier, c'est vraiment la recherche de l'impact. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, finalement, les entreprises, et en particulier dans la grande distribution, ont un rôle considérable dans la mutation de l'économie française, dans la gestion des filières. Je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, Lidl, on est le 2e vendeur de fruits et légumes en France, en volume, juste derrière Leclerc. Et donc, quand on fait quelque chose sur la filière fruits et légumes, quand on change nos cahiers des charges, quand on développe des labellisations, derrière, c'est toute la filière de fruits et légumes en France et dans les pays dans lesquels on s'approvisionne, mais majoritairement en France, qui se trouve impactée. Je vous donne un autre exemple. Lidl, c'est aussi le premier distributeur européen. Et on est aujourd'hui, finalement, le premier acheteur de produits certifiés Max Havelaar, Fairtrade. Parce qu'on achète toutes nos bananes certifiées. Commerce équitable, quoi. Oui, voilà ça. Ça peut paraître paradoxal, mais aujourd'hui, en volume, c'est Lidl qui achète le plus de produits du commerce équitable en Europe. Et donc voilà, c'est ça qui est intéressant, je trouve, et stimulant dans la grande distribution, c'est que quand vous faites une action, elle a tout de suite un impact considérable. Je vous donne un autre exemple peut-être, sur un sujet qui est important pour le grand public, qui est le sujet des emballages et de la pollution plastique. Jusqu'à l'an dernier, on avait des bananes, justement, qui étaient dans des sachets plastiques. On a changé de format d'emballage, on a aujourd'hui des bananes qui sont avec des bandeaux plastiques. Alors, vous me direz, c'est toujours du plastique. Mais on a réduit quand même le grammage de l'emballage, et vu qu'on vend énormément de bananes en France, derrière, c'est plus de 120 tonnes de plastique qui ont été enlevées du marché. Donc voilà, ça c'est des actions très simples, in abstracto, mais qui, quand on les place à l'échelle du point de vue de la RSE, du point de vue du poids de l'entreprise sur le marché, tout de suite on a des impacts considérables. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai qu'on ce besoin de transition, il est complexe et on a toujours l'impression, alors chacun on essaye de faire aussi nos petits pas et c'est important qu'on les fasse, mais on a parfois tendance un peu à culpabiliser les citoyens et finalement la clé de la transition, elle est chez les entreprises et plus la RSE est développée dans des grands groupes comme vous, où effectivement là, il y a un vrai volume et un vrai impact. Oui, enfin la clé elle est chez chacun. Elle est chez chacun, mais elle est aussi beaucoup chez les entreprises. Voilà.
les entreprises sont loin d'être parfaites et Lidl est loin d'être parfait. C'est pas du tout l'image que je veux donner. Il faut être absolument transparent en fait sur les impacts que l'entreprise a sur la société et sur l'environnement. Et chacun a sa part, c'est-à-dire que vous avez des citoyens, vous avez des acteurs qui sont très avancés et qui cherchent à démontrer qu'un autre futur est possible. Et c'est bien, il faut les écouter. Ils donnent un cap. Une entreprise comme Lidl, elle a une capacité finalement de transformer cela et de le rendre faisable, et fait d'ailleurs. Et donc nous, c'est un peu la manière dont on fonctionne, dès qu'on voit qu'il y a une solution qui marche, on la reproduit et on la fait passer à l'échelle. Et cette notion d'échelle est super importante quand vous travaillez en matière de RSE, parce qu'elle est corrélée à l'impact, et donc c'est ce qui permet aussi de juger de la validité ou non d'un projet. Généralement, comme je vous le disais, moi je suis assez frileux de m'engager sur un projet dont je sais qu'il va être difficile à mettre à l'échelle. Je vous donne un exemple. J'ai apporté ici un sachet de pommes de terre, qui est une gamme de pommes de terre issue de ce qu'on appelle l'agriculture régénératrice, c'est-à-dire une méthode d'agriculture qui respecte les sols. Et les sols, c'est vraiment un gros enjeu aussi en matière de développement durable. C'est aujourd'hui un projet qu'on a en phase pilote, qu'on va lancer dans les supermarchés fin d'octobre, pour justement montrer, essayer de créer un peu un segment de marché pour ces types de pommes de terre. Et tout l'enjeu pour nous, c'est justement de réussir à le faire passer à l'échelle, d'essayer de montrer qu'il y a une appétence du consommateur pour des produits comme cela, qui sont un tout petit peu plus chers qu'une pomme de terre conventionnelle, mais qui sont moins chers qu'une pomme de terre bio. Et une fois que ça marche, derrière, ça crée aussi un appel pour les agriculteurs qui n'ont qu'une seule envie, c'est finalement aussi de développer et de changer leurs pratiques. Mais il faut du coup que le marché leur démontre qu'il y a une appétence pour cela. C'est parfait parce qu'en plus vous me faites ma transition cet après-midi. On va parler agriculture, viticulture, économie circulaire. Alors, avant de nous quitter, est-ce que vous avez des questions à poser à Jean-Baptiste Léger? C'est assez passionnant, hein, ces réflexions sur les métiers de la RSE en entreprise. On est vraiment au cœur de notre sujet du forum Le Monde Nouveau pour contribuer à la transition. Qui souhaite prendre la parole? On va vous apporter un micro. Mais vous avez déjà le micro. J'avais pas vu, excusez-moi. Pourtant, je me suis mise debout exprès. Mais non, je regardais, je voyais mademoiselle. Déjà, il y a une fausse alerte tout à l'heure. Oui, allez-y. Alors, d'abord, je voulais vous féliciter pour la démarche RSE, enfin, féliciter Lidl pour ça. Je ne sais pas depuis combien de temps vous l'avez mise en place. Elle a été initiée, cette démarche, je ne sais pas si vous l'avez dit. Depuis 2016. 2016, d'accord, oui, c'est assez ancien. Je trouve que c'est bien. Par contre, vous avez très peu parlé de l'humain dans tout ça. Et moi, je voulais vous apporter un témoignage. Je connais plusieurs personnes qui ont travaillé chez Lidl, où ça s'est très mal passé, où l'humain était très maltraité. Une personne en particulier, mais pas qu'une seule. Donc, je voulais savoir ce que vous comptiez faire pour améliorer ça. Parce que ça commence à se savoir aussi hein, parmi les gens qui cherchent du travail. Et donc, je trouve que c'est un aspect tout aussi important que tout ce que vous avez cité, que les salariés se sentent bien, qu'ils soient réellement considérés. Moi, j'ai l'exemple d'une amie qui a été recrutée pour être adjointe manager d'un magasin et qui ne l'a jamais été. Elle était employée à faire des tâches de manutention alors qu'elle est Bac+5 2 fois. C'est un peu dommage quand même, je trouve. Bon, même si on doit passer par l'apprentissage de toutes les tâches dans la gestion d'un magasin, ce qu'on comprend très bien quand on veut être à même de le manager, mais c'est un peu dommage de ne pas utiliser les pleines capacités de quelqu'un. Elle est restée en fait à ce niveau-là. On va peut-être pas trop rentrer dans le cas particulier. Non, mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est un ce que vous important. soulevez, voilà, mais non, mais je veux dire pas être dans l'anecdote, mais ce qui est intéressant effectivement, c'est que dans la RSE, il y a cet aspect social. Voilà. Et des métiers de demain qui donnent du sens et où les salariés doivent être heureux dans l'entreprise. Donc ça, c'est important. Oui, je vous remercie pour votre témoignage. C'est vrai que c'est un sujet qui est très important pour Lidl. Alors c'est vrai que quand on fait nos enquêtes et qu'on sonde toutes les parties prenantes, ça ne ressort pas dans le top 5. Mais évidemment, bien sûr, c'est un sujet qui est très important pour notre cible, qui est les collaborateurs. Le c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué ici. Mais... Le turnover, peut-être, vous pouvez le voir parmi les salariés. Oui, donc aujourd'hui, Lidl a vraiment changé de stratégie dans les années 2012. Et donc ça a changé la qualité produit, la qualité immobilière et bien sûr aussi au niveau du management. On est aujourd'hui par exemple une entreprise qui a 97% de salariés qui sont en CDI et la moitié d'entre eux c'est du plein temps. Donc il y a vraiment la volonté aussi de lutter contre l'emploi précaire qu'on pouvait trouver dans des segments comme la grande distribution. Il y a aussi des efforts qui ont été faits sur la rémunération. On est aujourd'hui une entreprise qui rémunère plus fort que le marché. Et il y a beaucoup d'investissements qui étaient aussi dans la santé et dans la sécurité. Donc voilà. Et aussi donc, dans l'investissement immobilier qui derrière traduit des meilleures conditions de travail pour les salariés.
Il y a aussi beaucoup d'investissement qui est fait dans le management. Malheureusement, c'est vrai que quand on est dans une entreprise de 45 000 collaborateurs, on ne peut pas être parfait. Il peut y avoir des problèmes. Il y a des cas qui ont été dramatiques dans l'entreprise, qui ont vraiment aussi vraiment secoué l'entreprise, qui ont secoué le comité de direction, et sur lequel vraiment l'entreprise s'investit à fond pour essayer d'améliorer les conditions de travail en supermarché, en plateforme logistique. Il faut aussi, enfin je ne veux pas non plus trop dramatiser la situation, mais les métiers de la grande distribution, ce sont des métiers souvent où on accède sans diplôme. C'est des métiers aussi d'ascenseur social, de promotion importante. On a aujourd'hui 90% des cadres de l'entreprise qui sont issus de la promotion interne. Donc c'est des gens qui sont entrés en tant qu'opérateurs logistiques en plateforme logistique ou en tant qu'équipiers polyvalents dans les supermarchés. Et donc il y a vraiment cette tradition aussi d'ascenseur social. Sur le comité exécutif de Lidl, vous avez 8 membres sur 9 qui sont issus un peu de ce cursus Honorum Lidl, qui ont commencé en tant que chef de supermarché et qui ont petit à petit gravi les échelons. Mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison, et c'est un sujet qui est très important pour l'entreprise, la qualité de vie au travail, la santé, la sécurité. Je vous donne juste un autre exemple aussi. L'an dernier, on a vécu la pandémie de coronavirus. Lidl a investi plus d'1 million d'euros justement dans la protection de ses salariés en supermarché et en plateforme logistique, avec des systèmes de stop and go, des vitres, des gants, des masques hydroalcooliques, des masques et du gel hydroalcoolique, pardon. C'était une période très compliquée pour tous les acteurs, toute la société et aussi pour notre entreprise. Et aujourd'hui, on s'en est plutôt bien sorti. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui est très important. Vous pouvez trouver d'ailleurs dans le rapport RSE un résumé des actions qui sont menées en matière de santé et sécurité au travail. Voilà. Mais effectivement, merci pour votre question, parce que RSE, c'est responsabilité sociétale des entreprises, c'est plus tourné vers l'extérieur, mais c'est aussi la responsabilité sociale de l'entreprise vis-à-vis de ses salariés et de l'interne. Alors, mademoiselle, vous aviez une question. Bonjour. Oui, j'ai une question par rapport au portefeuille produit. Donc vous avez parlé que vous aviez rénové le miel, enfin, avec une toute nouvelle démarche, la pomme de terre. Quel est votre objectif par rapport au portefeuille produit? Est-ce que vous avez l'objectif de rendre les filières, les produits plus propres sur un catalogue de produits clés? Ou est-ce que c'est à terme, à objectif dans 10 ans, d'avoir tout le portefeuille de produits Lidl qui soit propre d'un point de vue environnemental, sociétal? Voilà, quelle est la stratégie sur le portefeuille produit? Oui, merci. L'un des premiers objectifs, c'est le Made in France. Parce qu'on s'aperçoit que c'est une demande principale des consommateurs ou toutes les parties prenantes, parce que derrière, c'est un effet d'entraînement sur l'économie, évidemment. Donc aujourd'hui, on a 72% de produits alimentaires qui sont made in France. L'objectif, c'est de le faire progresser dans les années qui viennent. Après, on travaille aussi famille par famille, sur celles qui ont le plus fort impact en matière environnementale ou en matière sociale. L'une des familles sur lesquelles on travaille beaucoup, c'est les filières liées à l'élevage. Donc le porc, le bœuf, la filière laitière, parce que ce sont aujourd'hui des filières sur lesquelles il y a de très forts enjeux en matière sociale notamment. Et l'objectif de l'entreprise, c'est d'assurer une bonne rémunération aux producteurs, de manière ensuite, d'une part, à ce qu'il y ait encore des gens qui produisent en France, parce que ça c'est un vrai enjeu, sur certaines filières, notamment bovines, et ensuite de pouvoir traiter avec eux des enjeux autres, comme le bien-être animal, comme le climat. Vous ne pouvez légitimement pas aller voir un producteur et lui dire voilà, j'aimerais vraiment que vous travailliez sur le bien-être animal, si derrière, il n'arrive pas à vivre de son métier. Enfin, c'est indécent. Et donc, l'objectif vraiment, la priorité, c'est la rémunération des producteurs. Ensuite, on travaille aussi sur des filières fruits et légumes. Là, cette année, on a lancé 3 groupes de travail sur nos filières principales, donc la pomme de terre, la banane et les fruits exotiques, pour travailler avec nos fournisseurs sur les enjeux spécifiques de ces filières-là. Et ça, c'est un peu la marque de fabrique de Lidl. C'est-à-dire que si vous voulez faire avancer votre portefeuille de produits, en fait, il faut faire avancer vos producteurs. Et si vous n'avez pas de relation de confiance, si vous n'avez pas de vision à long terme sur la relation avec vos producteurs, vous n'y arriverez pas. Il faut vraiment que vous démontriez que c'est un projet économique qui a un bénéfice social ou environnemental. Et ça, c'est vraiment important parce que, je ne l'ai pas mentionné, mais le modèle Lidl dans nos supermarchés, c'est un produit pour un besoin. C'est-à-dire que vous avez finalement une gamme de produits assez restreinte. Et un produit pour un besoin, ça veut dire aussi souvent un fournisseur pour un produit. Et donc, on est dans une démarche de long terme avec nos fournisseurs. Il y a aujourd'hui quasiment 50% des fournisseurs Lidl qui travaillent avec Lidl sans interruption depuis 15 ans. Et donc voilà, cette dimension de long terme, elle est importante pour la RSE et c'est elle qui fait aussi progresser toute la filière. Juste pour ajouter, parce que toujours sur le portefeuille produit, avec la loi, un des décrets de la loi AGEC, je crois que c'est la loi AGEC, je ne sais plus combien, je crois que c'est 20% du chiffre d'affaires des entreprises doit être en vrac à horizon 2022.
Donc ça, comment est-ce que j'ai pas relu la loi avant de venir, mais comment est-ce que vous allez le mettre en place? Comment est-ce que vous en êtes sur le vrac, le zéro déchet, c'est un des courants forts et montants de ces derniers mois, années. Donc comment est-ce que Lidl va réagir face à ça? Oui, donc l'objectif, c'est dans la loi climat et résilience d'avoir 20% de la surface de vente d'ici 2030, mais dans la loi AGEC, c'était l'objectif dès 2021 là, de pouvoir que les consommateurs puissent se faire servir avec leurs propres contenants. Et donc ça, effectivement, ça s'inscrit dans un mouvement plus large qui est le développement du vrac et la réduction des déchets. Alors il y a plusieurs manières d'aborder le sujet. La première, c'est de se dire comment je m'adapte aux attentes de la société et ou de la loi. Donc là, d'ici 2030, 20% de la surface de vente au vrac. Pour l'instant, ce n'est pas clair du tout, parce qu'on ne sait pas comment ça va être calculé. On sait qu'il y a certains produits qui vont être exclus du vrac, notamment les alcools, pour des questions réglementaires. Donc voilà, pour l'instant, on attend un petit peu. Et donc on sait que voilà, mais on travaille d'ores et déjà sur la suppression des emballages sur certains rayons. Donc les graines, c'est déjà le cas. Le pain et les fruits et légumes, petit à petit aussi, on supprime les emballages. Et après, il y a une manière différente de le voir. Moi, quand je calcule mon empreinte carbone, par exemple, donc pour Lidl France, c'est 14 millions de tonnes d'équivalent CO2. Il y en a 13 millions 5 qui sont uniquement sur les produits. Et sur ces 13 millions 5, les emballages plastiques, c'est à peu près 200 000 tonnes d'équivalent CO2. Donc finalement, du point de vue d'un impact carbone, d'un impact environnemental, l'emballage, c'est pas ce qui importe le plus. C'est beaucoup plus le produit qui a un impact carbone. Donc si derrière, quand vous passez en vrac, vous augmentez le gaspillage alimentaire, c'est contre-productif sur l'environnement. Et c'est aujourd'hui pour ça qu'on est un peu en train de regarder ce qui se passe et de voir quelles sont les bonnes solutions sur le vrac pour justement éviter de ne pas créer un autre problème en voulant en supprimer un. Mais c'est vrai que du point de vue du consommateur, ce qu'il veut, c'est réduire ses déchets. Du point de vue d'un distributeur ou de la société, ce qu'on veut, c'est réduire l'impact environnemental. Donc c'est important d'essayer de trouver les points de convergence et d'intersection entre les deux. Oui, d'où l'importance d'avoir une vision systémique, parce qu'effectivement, on voit que tout est lié, et en pensant améliorer un point, on crée un problème ailleurs. Et je rebondis juste, merci beaucoup pour vos questions très intéressantes, je rebondis sur ce que vous disiez au début, que finalement l'objectif de Lidl, c'était peut-être d'avoir un produit, un besoin, un produit, un fournisseur, et ça vous permet aussi d'augmenter votre impact, quand vous parliez avant de l'impact que vous pouviez avoir sur la filière fruits et légumes, etc. À partir du moment où vous avez un fournisseur, vous avez un gros volume avec ce fournisseur, et ou cette filière, et vous pouvez vraiment démultiplier en fait votre impact. Oui, c'est d'ailleurs le cœur du modèle d'achat de Lidl. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Lidl, c'est le meilleur rapport qualité-prix du marché, ok, mais ça ne veut pas dire qu'on achète non plus pas cher auprès des fournisseurs ou qu'on compresse les coûts sociaux. C'est un modèle d'achat, c'est-à-dire quand vous achetez en gros auprès d'un fournisseur, vous avez forcément un meilleur prix que si vous achetez des petites quantités. Donc c'est ce qui explique aussi le positionnement prix de Lidl en France. Alors, qui souhaite? Allez-y. Normalement, ça doit marcher. Ah non, ça ne marche pas. Ah, parce que oui, normalement, on ne touche pas au bouton. C'est Cyril aux manettes qui gère super bien. Et là, oui. Voilà, super. Bonjour. Donc moi, en fait, je travaille dans la communication et je viens de récupérer une partie de la stratégie RSE, tout fraîchement. Et en fait, la question que je me pose, moi, c'est un secteur qui n'a rien à voir avec la grande distrie, mais ce qui m'intéresse de savoir vous concernant, c'est, en tout cas dans votre équipe, c'est comment vous avez pu définir en fait vos éléments différenciants par rapport à la concurrence, notamment Aldi, Netto, ou même des grands groupes qui se mettent à faire des prix bas et qui en même temps veulent inscrire leur politique dans une démarche RSE, etc. C'est un truc qu'on doit tous faire dans une équipe, notamment du benchmark, etc. Donc moi, je voulais savoir comment vous y étiez pris et qu'est-ce qui était ressorti de ça, en fait. Voilà. Oui, c'est important, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de produire de l'information et de la rendre visible. Il faut aussi la mettre en contexte. Si je vous dis, par exemple, que Lidl, c'est 303 kg d'équivalent CO2 par mètre carré de surface commerciale, vous allez dire, OK, très bien. C'est ce qu'on a fait tout mais la question qu'on se pose tous, c'est en fait, comment ça se positionne par rapport aux autres acteurs? Est-ce que c'est mieux ou moins bon que un tel ou un tel? Est-ce que c'est vraiment un fort impact ou un faible impact? Donc, pour qualifier cette information-là, il faut la mettre en contexte et donc souvent essayer de voir comment se positionnent les autres. La difficulté aujourd'hui, c'est que tous n'ont pas le même degré de finesse de l'information ou tous ne calculent pas forcément leurs impacts de la même manière. Sans vouloir rentrer trop dans les détails, il y a aujourd'hui une manière d'écrire des rapports RSE qui est standardisée, qui est définie par un organisme qu'on appelle la Global Reporting Initiative,
GRI. Et donc, ça assure une comparabilité entre les différents rapports entre les différentes communications d'entreprise. Il faut savoir que toutes les entreprises ne publient pas de rapport RSE. Seules les entreprises cotées, aujourd'hui, ont l'obligation de le faire. Nous, Lidl, on le fait de manière volontaire, finalement. Et donc, c'est ce qui donne aussi l'aspect... c'est fait de manière volontaire pour justement donner de la transparence. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous aussi, justement, pour moi, en tant que directeur RSE, d'essayer de me dire, en fait, sur quelle zone est-ce que je suis meilleur ou moins bon que mes concurrents, et du coup, comment est-ce que je peux communiquer de manière différenciante. Mais ça, c'est super important. Aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments objectifs, c'est pas facile, il faut juste lire ce que font les concurrents. Pardon d'insister, mais qu'est-ce qui est ressorti en fait plus précisément quand vous avez observé, sans forcément dévoiler des choses qui sont, on va dire, du ressort de l'interne en fait, mais par rapport à des détails, des exemples vraiment types. Oui, d'accord. Alors, moi, il y a 5 aspects sur lesquels on est très différents de nos concurrents. Le premier, c'est sur la gestion des déchets. En fait, Lidl, on est une entreprise centralisée. En fait, vous avez un siège social, 25 entrepôts, qui sont des directions régionales, et chaque entrepôt alimente entre 60 et 70 supermarchés. Donc les flux logistiques, c'est un entrepôt qui livre un supermarché chaque jour avec un camion complet. Et ensuite, ce camion revient en plateforme logistique avec tous les déchets du supermarché. Donc aujourd'hui, l'immense majorité des supermarchés Lidl n'a plus de poubelle. Il n'y a pas de benne à ordures, pour dire les choses simplement. Il n'y a pas de collecte qui est faite par les collectivités. C'est nous qui nous occupons de la gestion de nos déchets. Ça nous permet, une fois qu'on les ramène dans l'entrepôt, de les trier et de les valoriser. Donc on a aujourd'hui un taux de recyclage de nos déchets de 84% en 2020 et on vise 88% en 2022. Ça, aujourd'hui, c'est un point différenciant qui est lié à notre organisation en matière logistique, mais qui est lié aussi à une volonté de l'entreprise de vraiment être irréprochable sur le tri de ses déchets. Ça, c'est quelque chose sur lequel Lidl est unique, parce que les autres concurrents ne fonctionnent pas de la même manière. Ça nous positionne aussi bien sur des sujets de société, comme par exemple la consigne. Dans la loi AGEC, dans la loi économie circulaire, il y a la volonté de développer la consigne pour recyclage des emballages plastiques. Pour faire simple, demain, vous pourrez ramener vos bouteilles plastiques en supermarché, et vous récupérez de l'argent, comme ça se fait d'ailleurs en Allemagne sur la consigne en verre. Et voilà. Donc ça, c'est un modèle qui permettrait de recycler beaucoup plus les bouteilles plastiques et de réduire du coup leur impact sur l'environnement. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous, Lidl, on est très volontaires, parce que du coup, vu qu'on a déjà un flux entre nos supermarchés et nos entrepôts, derrière, on a déjà du carton de nos emballages, on a déjà du plastique de nos emballages, demain on met du plastique, des bouteilles plastiques, ça ne change pas grand-chose. Donc voilà, c'est un exemple sur lequel, du coup, on est très vigilant pour nous dire, on est un peu différent de nos concurrents. Le deuxième point, je ne vais peut-être pas détailler les 5, c'est un peu trop long, mais un autre exemple. Il y a rien après, on peut rester ensemble si vous voulez. Un autre point, c'est l'immobilier. J'en parlais rapidement tout à l'heure, mais aujourd'hui, on est le distributeur qui est, entre guillemets, le plus vert sur la partie immobilière. J'aime pas trop ce terme, mais aujourd'hui, en termes de performance environnementale, en termes de production d'énergie renouvelable, en termes de bornes de recharge de véhicules installés, on est le numéro 1. Et donc ça, c'est un élément différenciant. Du coup, c'est vrai que notre politique de transition énergétique, elle est, entre guillemets, plus avancée que chez nos concurrents. Même si, comme je vous le disais, l'aspect immobilier, l'aspect infrastructure, ça représente 500 000 tonnes d'équivalent CO2. On est très très loin des 13 millions de tonnes représentées par les produits. Et les 3 autres, on en parle après si vous voulez. Merci pour ces questions pointues. En tout cas, les échanges sont intéressants. Monsieur, allez-y. Oui, bonjour pour vos témoignages. Je m'inquiétais sur la question, vous parliez tout à l'heure des bananes et sur l'impact que vous avez eu sur la réduction des plastiques. Et je voulais connaître quels étaient les leviers que vous aviez eu par rapport aux fournisseurs. Parce que j'imagine que pendant des décennies, en fait, ces balades étaient enveloppées dans du plastique. Je ne vais pas dire du jour au lendemain, mais quel était le temps que vous avez eu pour obtenir votre résultat, en fait? Et quels étaient surtout ces leviers, quoi? Est-ce qu'il y a un chantage ou des choses comme ça? Je ne sais pas. Voilà. C'était juste cette question-là. Parce que c'est vrai que sur les fournisseurs, quelquefois, c'est très compliqué pour leur faire changer de façon de faire, de transport, des choses comme ça, quoi. Oui, c'est juste. Vous devez vraiment... c'est une négociation ou une discussion. Vous devez vraiment essayer de trouver l'intersection entre votre intérêt et l'intérêt du fournisseur. Aujourd'hui, sur des initiatives qui sont finalement de l'ordre de la réduction du grammage des emballages, c'est très simple, tout le monde y trouve son compte. Parce que c'est aussi une question d'efficacité, une question de coût.
Si vous achetez un emballage avec moins de plastique, il est moins cher. Donc voilà, c'est intéressant. Mais il y a d'autres initiatives sur lesquelles la négociation est plus compliquée parce que parfois ça engendre un surcoût chez le fournisseur. Et en tant que distributeur, on n'a pas forcément non plus la possibilité de toujours répercuter ce surcoût soit sur nos marges, soit sur le consommateur. C'est toute la difficulté d'ailleurs de traiter des enjeux de manière de RSE avec vos fournisseurs. C'est-à-dire que si demain je vais voir mon fournisseur en disant voilà, je veux traiter le bien-être animal, il va me dire très bien, ça va vous coûter X centimes d'euros en plus sur votre produit. Et derrière, si je le répercute sur mon prix de vente, je ne suis plus du tout compétitif, les consommateurs n'achètent pas, et donc ce n'est pas une initiative qui est vertueuse. Donc tout l'enjeu, c'est d'essayer de trouver les éléments sur lesquels tout le monde va être gagnant, où, in fine, à la fin, on va pouvoir proposer le meilleur rapport qualité-prix au consommateur, sans que ce soit systématiquement le consommateur qui paye l'addition. Donc, c'est là où les négociations sont un peu... Enfin, où les discussions, en tout cas, doivent être vraiment faites en toute transparence, de manière ouverte, pour essayer de trouver les bonnes solutions. Mais une manière aussi de, entre guillemets, de contourner ce type d'impasse, parce que parfois c'est une impasse. Voilà, si votre fournisseur vous dit ça va coûter tant et que vous ne pouvez pas l'absorber, c'est d'essayer de soit donner une position de long terme, en disant ok, comment est-ce qu'on arrive à évoluer sur 5 ou sur 10 ans, soit d'essayer de trouver une autre manière de réduire les coûts. Je vais vous donner peut-être un exemple. Voilà. Aujourd'hui, sur l'alimentation animale, on a un problème avec le soja. Parce que le soja, qui est le principal aliment de la volaille, du bétail, vient en grande majorité du Brésil et il est lié à des problématiques de déforestation. Donc si vous voulez traiter le sujet de la déforestation au Brésil, il faut traiter le sujet du soja. Mais pour traiter le sujet du soja, il faut avoir une autre source de protéines en France et ça coûte plus cher. Mais on s'est aperçu en fait qu'en consommant d'autres aliments, parfois, les animaux en fait étaient en meilleure santé. Et donc on réduisait les frais vétérinaires. Et donc finalement le surcoût qu'on pouvait avoir sur l'aliment, finalement il s'équilibrait plus ou moins avec des frais vétérinaires. Donc c'est une manière de penser aussi les impacts de manière différente et en ayant comme ça cette approche-là, on peut trouver des solutions. L'autre exemple peut-être, c'est celui des pommes de terre que j'ai évoqué tout à l'heure. Produire en agriculture régénératrice, ça a un surcoût de 10% pour le producteur. Parce que c'est plus de matériel, c'est aussi une charge mentale un peu plus importante. Mais ce surcoût, en fait, il est aussi compensé par des baisses de coûts. Parce qu'une agriculture régénératrice, c'est moins de labour, c'est moins de travail du sol, donc c'est moins de gasoil. Quand vous voyez aujourd'hui les prix du gasoil, vous voyez bien qu'il y a un intérêt aussi économique à moyen terme de développer ce type de pratiques qui ont un meilleur impact sur l'environnement, mais qui en fait coûtent moins cher en production. Donc, en 2021, il y a un surcoût de 10%. En 2022, peut-être qu'on sera à l'équilibre compte tenu des prix du marché. Donc voilà, cette innovation, c'est aussi une manière d'anticiper des enjeux futurs en matière de transition énergétique, en matière de réglementation. Et donc voilà, si vous vous positionnez sur le long terme, si vous avez déjà une relation de long terme avec votre producteur, eh ben vous arrivez à contourner cette impasse qui apparaît comme une impasse initialement, mais qui en fait est juste un écueil sur une route qui est beaucoup plus longue. Alors, mais quel est le délai de vos négociations? C'est-à-dire quand vous fixez un objectif, j'imagine que vous voulez pas ça le lendemain, peut-être dans 1 an ou dans 2 ans. Mais au-delà, après, vous abandonnez ou comment ça se passe? Et ça, moi, c'est la notion de délai, parce que j'imagine que c'est des tractations qui sont je vais vous donner un exemple. Longues à négocier, parce que vous êtes en train de parler d'impact, donc vous êtes en train d'expliquer qu'il y a du gagnant-gagnant si on fait comme ça, mais il faut le prouver. Bon, là, vous parlez en tonnage, donc c'est sûr, c'est clair par rapport au transport, mais il y a peut-être d'autres choses, d'autres subtilités qu'on n'a pas forcément tous en tête, parce que ça s'est fait pendant des années, tout ça. Et du jour au lendemain, on dit, ah ben tiens, si on changeait de façon de faire, peut-être parce que les bananes, à la base, il fallait qu'elles restent dans des plastiques, pour le mûrissement, je ne sais pas, ou des choses comme ça. J'en ai aucune idée. Ça dépend, c'est du cas par cas. Mais le délai, quoi, quel est le temps que vous donnez pour cette négociation, pour aboutir à vos objectifs? Et surtout, cette année, dans 2 ans, ça ne marche pas. On reviendra plus tard, on passe à autre chose, et ainsi de suite. Quoi. Je ne sais pas. Quelle est votre méthodologie, en fait? La méthode, c'est la discussion. Le délai, c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend de la complexité du sujet et de la solution technique mise sur le marché. La banane, ça va très vite, parce que la solution technique existait déjà. Mais demain, si vous voulez par exemple supprimer le plastique de la banane, c'est compliqué parce qu'il faut passer à des techniques de gravure optique sur les fruits, et ça, c'est un investissement qui est un peu plus important. Mais c'est possible. C'est possible. Mais après, voilà, la transition, elle est plus ou moins rapide en fonction de la complexité. Il y a une transition qu'on est en train de mener et qui a pris beaucoup de temps, c'est celle sur les œufs. Il y a eu un mouvement dans les années 2018-2019 qui visait à supprimer l'œuf issu de poules élevées en cage, ce qu'on appelle l'œuf cage, pour faire simple. Lidl, on a pris cet engagement à horizon 2025. Donc dans la grande distribution, on est parmi ceux qui l'ont pris de manière le plus tardif.
Mais c'est lié aussi à notre modèle, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un produit pour un besoin, on a très peu de fournisseurs sur les œufs, compte tenu des volumes de l'entreprise, il faut leur laisser le temps de s'adapter, parce que passer de l'œuf cage à l'œuf plein air, ça nécessite de changer tous les élevages d'œufs en France. Donc c'est un investissement en infrastructure qui est considérable. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc on l'a dit, ok, en 2018, on signe un engagement, pour qu'en 2025, on ait 100% de nos œufs qui soient hors cage. Entre 2018 et 2025, on ne négocie plus le prix de l'œuf. Il y a un index sur le coût de l'aliment, qui est l'index ITAVI, qui est généré par l'interprofession des œufs. Et on dit, voilà, chaque année, on augmentera le prix de l'œuf, comme bon vous semblera, sur l'index d'aliments. Ce qui fait d'ailleurs qu'entre 2018 et 2025, on a de très bonnes relations pour l'instant avec nos fournisseurs d'œufs, parce que là où ils s'écharpent avec les autres distributeurs pour augmenter de 1, 2, 3 centimes en fonction des prix de l'aliment, bah nous, c'est fait de manière automatiquement, et donc, voilà, on a aussi apaisé la relation commerciale. Mais on leur a donné en fait de la visibilité et de la perspective pour leur dire, voilà, vous avez 7 ans pour moderniser vos élevages. Par contre, en 2025, il faut qu'il y ait 100% d'œufs hors cage. On vous donne la flexibilité financière pour le faire, mais faites-le. Merci beaucoup pour... c'est passionnant, on apprend plein de choses. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite là? On a dépassé le temps, mais enfin, s'il y a... Oui, on a dépassé le temps, je sais. Mais bon, est-ce qu'il y a une dernière question ou est-ce qu'on a tous faim et on va manger? Des œufs élevés en plein air, des pommes de terre presque bio, et des bananes sans plastique. Alors, bah écoutez, merci beaucoup à tous pour vos échanges et vos questions pointues. Merci infiniment Jean-Baptiste Léger, c'était passionnant et je crois vraiment qu'on se rend compte qu'il y a des choses à faire dans les métiers de la RSE en entreprise. Merci beaucoup à tous et puis on se retrouve à 14h pour parler viticulture.